Salut Sophie! Salut Florian! Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Et aujourd'hui, on reparle de femelles qui chantent. Comment ça va Sophie? Bah écoute, très bien, et toi? Eh bien, c'est une journée pluvieuse aujourd'hui. Voilà, il pleut beaucoup. Nous sommes rentrés dans l'automne, ça y est, c'est acté définitivement. Donc voilà, les pluies sont là, les températures un peu plus fraîches sont là, ça fait du bien. Voilà. Et puis écoutez, on espère voir quelques oiseaux. Pour tous ceux qui nous écoutent, du coup, ce serait pas le temps de commencer à nettoyer les mangeoires pour préparer l'hiver? C'est une excellente idée, même de nettoyer les nichoirs, puisque c'est la période, effectivement, où on peut commencer à nettoyer les nichoirs. Alors, attention, il y a quand même une petite subtilité. Il y a certains animaux qui se servent parfois des nichoirs pour passer l'hiver. On a des oiseaux qui le font, mais les nichoirs sont plutôt vides. Mais on a aussi d'autres animaux qui utilisent les nichoirs qui sont utilisés par les oiseaux lors de la période de reproduction. Donc il faut faire attention, voilà, Exactement. en nettoyant vos nichoirs, de ne pas déranger une petite créature qui s'y trouverait. Mais tu as tout à fait raison, Sophie, il est temps de nettoyer tout ça pour l'arrivée à l'hiver de tout le bataillon du jardin, j'ai envie de dire. Voilà. Exactement. Prépare le terrain. Exactement. Alors moi je vais parler du coup de femelles oiseaux. On va rester en Australie, comme c'est le cas depuis je crois 3 épisodes pour ma part. À croire que j'ai négocié avec le gouvernement australien pour parler d'oiseaux australiens chaque semaine dans le Courrier de la Sterne. Non. Oh. C'est même pas une OP. Oh, je suis triste. C'est avoir une OP avec le gouvernement australien, ça. Ah, ce serait top. Hein. Ah, ça vaudrait son pesant de cacahuètes. Mais non, pas ouais. encore d'OPSP. Voilà, on ne promeut rien. Quoique, on va vous en parler à la fin de la rétro Piu Piu. Tu auras l'occasion même, d'ailleurs, Sophie, de nous en parler, toi, un petit peu plus précisément. Et d'ailleurs, toi, Sophie, qu'est-ce que tu présentes dans cet épisode? Eh bien, moi, je vais vous parler d'hybride, parce que voilà, un petit cas d'hybride très sympathique. Alors, ça vient pas de chez nous, malheureusement, ça vient d'Amérique du Nord, entre l'Amérique du Nord et l'Amérique centrale. Mais c'est toujours très sympathique à observer. En plus, c'est sur des oiseaux que j'aime bien et que je crois que tu aimes bien aussi, et qui sont colorés, donc on en parlera tout à l'heure. Eh ben c'est super, on fera ça du coup dans la sans doute première partie de l'émission. Moi ça va être un sujet assez rapide pour être honnête. Mais avant tout ça on va dérouler la rétro. Je vais la commencer Sophie, tu parlais d'Amérique. Eh ben justement on va partir aux États-Unis avec un petit billet de poste qui a été publié par Bird Pop, qui est en gros un ensemble de petites informations que l'on peut trouver sur les populations d'oiseaux, l'Institut des populations d'oiseaux américains. Et ce petit poste, il parle de séquoia, Sophie. Est-ce que tu sais pourquoi ce poste parlerait de séquoia et quel oiseau pourrait justement s'intéresser à ces arbres? Est-ce que c'est pas un oiseau qui va venir cacher des trucs dans le tronc des arbres? Tu sais, il y en a qui font des trous, qui mettent des graines dedans pour l'hiver. Le pic glandivore, effectivement. Non, ce n'est pas du tout cela. Non, on est sur le condor de Californie, Sophie. Parce sympa. que oui, il y a des condors de Californie qui nichent de temps en temps dans ces séquoias. Le problème étant que depuis quelques années, les incendies de forêt se multiplient et il se pourrait que les séquoias disparaissent petit à petit. Alors, certaines personnes considèrent que les séquoias ont, on va dire, une assez grande résistance à ce genre de catastrophe naturelle, mais l'accumulation de ces incendies fragiliserait jusqu'à, on va dire... l'aspect irrémédiable, ces arbres qui sont très importants pour toute une communauté d'oiseaux, mais aussi pour le condor de Californie, qui fut un temps était en danger critique d'extinction et dont les populations ont remonté peu à peu à partir notamment des années 70 et le bannissement du DDT. Voilà pour ce petit post que vous retrouverez évidemment dans la description comme à chaque fois. Eh ben écoute, c'est dommage pour les condors, on espère que leurs arbres vont rester.
Absolument. Alors, de mon côté, une petite news très sympathique sur des peintures rupestres. Alors, pas exactement des peintures, sur plus des gravures. Est-ce que tu l'as vu passer, celle-là? Oui, j'ai failli parler de ce sujet. Ah, bah voilà. Donc, moi, ça m'a un peu attiré l'œil. Alors, on part cette fois-ci sur le grand pingouin. Alors, on parle bien d'un pingouin, on parle pas d'un manchot, on parle de celui qui s'est éteint dans le milieu du 19e siècle à peu près. Et il se trouve qu'il y a eu donc des gravures qui ont été faites de cet oiseau. Alors, c'est pas très récent, hein. Ça date du néolithique. C'est dans le site archéologique d'Alta, donc c'est en Norvège. Et ces gravures représentent donc une personne qui tiendrait un grand pingouin, certainement pour le manger, parce que c'est comme ça qu'on chassait le grand pingouin à l'époque. On allait les chercher directement dans les colonies, visiblement. Ou alors, oui, puis c'est comme ça que ça s'est passé jusqu'à leur extinction. Donc voilà. C'était assez simple à récupérer parce qu'après tout, ce sont des oiseaux qui ne volaient pas. Avec des toutes petites ailes qui avaient une démarche assez lente sur terre aussi et qui finalement se dérouillaient très bien que dans l'eau. Donc sur terre c'était assez facile de les choper, hein, vous n'avez pas besoin de matériel, vous arrivez à côté de l'oiseau et puis vous le prenez par le cou et puis voilà. Et donc c'est exactement comme ça que la gravure a été faite. On y voit un homme, une femme, on sait pas trop, en tout cas c'est une figure en bâton, un peu comme on pourrait dessiner dans les pages des carnets. Attraper donc l'oiseau en question qui essaie de se débattre avec ses ailes qui sont un peu au-dessus de son dos, et puis voilà, on sait bien ce qui va advenir de l'oiseau. Donc voilà, ça date du néolithique, et à l'époque, les gens y mangeaient déjà des grands pingouins. Ah oui, c'est souvent comme ça qu'on arrive à reconnaître, les populations d'oiseaux qui étaient présentes. J'avais lu des trucs sur la pigriège, justement. Je crois que c'est dans le Var, où on avait retrouvé des restes... Alors je sais plus si c'est des restes ou si c'était des peintures rupestres de cet oiseau. Et c'est comme ça qu'on avait confirmé la présence de cet oiseau à ces temps-là. Même si je reste très sceptique, parce que c'est très très difficile à partir de ces... peintures-là de déterminer quelles sont les espèces précises d'oiseaux. Oui. Donc je suis toujours un peu sur la défensive. Il y avait une étude qui avait tenté de faire ça avec les géoglyphes de Nazca, donc là on est en Amérique du Sud. Oui. Et sur les 16 oiseaux qu'ils avaient identifiés, seulement 6 avaient pu être identifiés correctement. Oui, correctement. Et le plus drôle, c'est... Ça reste encore un peu... Ça avait été pour eux, ça avait été plutôt bien identifié. Et sur les 16, 2 avaient tout simplement été introuvés. Voilà, on les avait pas trouvés. On savait pas ce qu'ils étaient advenus de ces géoglyphes. Donc, d'accord. Voilà, c'est toujours un peu compliqué de déterminer les différentes espèces. Après, il est possible aussi, moi je parle parce que Julien donc, a un peu étudié l'art rupestre ici en Afrique, et il y a aussi des choses qui sont peintes ou qui sont gravées des fois qui ne sont pas des animaux vivants, et qui sont des choses qui sont imaginaires et qu'on appelle ici des rain animals, donc des animaux de pluie, qui sont en fait parfois des composites d'animaux, des trucs qui sont pas censés représenter un animal spécifique en fait, c'est juste, ça représente une idée plus qu'un animal spécifiquement. Donc il y a ça aussi à prendre en compte. C'est pas forcément quelque chose de très représentatif ou d'un oiseau en particulier, hein. C'est un truc imaginaire des fois. Ou tout simplement des espèces que tout simplement nous ne connaissons pas, voilà, qui ont disparu avant que l'on puisse les connaître. Ça peut aussi. Et donc ça peut aussi être ce genre de choses. Ah, super intéressant comme étude. Oui. Je suis content qu'on en parle dans le courrier de l'Esterne. Sophie, des fois on est amoureux et des fois le vernis se craque. Oh, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on poursuit? Parce que la dernière fois, on était resté sur amour, plume et beauté. Est-ce qu'on poursuit? C'est vrai. Non, c'est mon amour personnel pour le jet des chênes qui a pris un petit coup. Dans l'aile. Je vais expliquer pourquoi, évidemment. Alors, c'est une étude qui a été réalisée à partir donc de caméras installées dans des nids en Angleterre, au Pays de Galles, en Écosse et sur l'île de Man. Et l'objectif, c'était de déterminer quels animaux étaient les plus susceptibles d'attaquer des nids et de manger des œufs ou des oisillons. Eh bien, au total, c'est 2088 nids qui ont été étudiés, 609 événements de prédation ont été reportés. Alors, les événements de prédation sont assez différents selon le type d'oiseau. On a par exemple les échassiers, qui eux sont principalement prédatés par des mammifères, donc le blaireau,
est, on va dire, parmi les suspects, le renard roux également, et puis, plus surprenant, dans 53% des cas sur les îles, le hérisson. Alors, j'avais vu passer l'étude et il me semblait que c'était pas 53% des îles, c'était pas le hérisson qui faisait 53% au total, il disait dans la phrase, ça avait à la fois donc le renard et le blaireau plus le hérisson faisait au total 53%. Ah ok, bah moi j'ai compris, excuse-moi Sophie, le fait qu'il mêlait renard et blaireau, puis ensuite le hérisson, donc... Il me semblait merci que pour ça. merci pour cette petite correction. Et donc pour les passereaux, eh bien 31% des couvées sont prédatées par les corvidés, Oui. 25% par des ours, des hérissons et des renards, 25% combinés de tous les mammifères. Et le jet, le fameux, représente 23 cas de ces prédations, je pense, de ces 31%, pardon. De prédation dans les nids. Voilà, alors évidemment, il y a aussi les rapaces, 21% qui sont représentés. Donc voilà, on a enfin une petite image de quels sont les animaux qui prédatent le plus dans les nids, sachant qu'on est quand même sur des milieux qui sont plutôt anthropiques, donc plutôt bien façonnés par la main de l'homme, ce qui corroborerait une certaine hypothèse selon laquelle certains oiseaux chasseraient plus facilement dans les nids ou pilleraient les œufs parce qu'ils ne trouvent plus leur nourriture aussi facilement que dans des endroits où c'est un petit peu plus sanctuarisé. Voilà. Très bien. Et ben moi de mon côté, du coup, si t'as fini avec tes news, je vais à ma dernière petite news, qui est une news un peu perso du coup. Mais oui. Parce que... Félicitations Sophie. Bah, merci. On a enfin réussi à publier un bouquin, Julien et moi. Voilà, c'est la première fois qu'on a nos deux noms sur la couverture et ça fait quelque chose, mine de rien. Donc, alors c'est pas sur les oiseaux, c'est sur la paléontologie. Hein. Julien est paléontologue. Voilà. On a tous nos défauts, excusez-nous. En tout cas, ça s'appelle... Donc c'est malheureusement un bouquin en anglais parce qu'on l'a publié ici en Afrique du Sud. Mais c'est disponible en ligne et c'est moi qui ai fait toutes les illustrations dans le bouquin aussi. Donc voilà, c'est sympathique, c'est des petites aquarelles. Et ça s'appelle The Untold History and Prehistory of African Indigenous Paleontology. Donc c'est des petites histoires, c'est pas très très long, c'est des histoires sur la paléontologie indigène en Afrique avant l'arrivée des Européens et comment est-ce que les natifs du coin identifiaient les fossiles. Et donc c'est des petites histoires très sympathiques avec des trucs parfois un peu rocambolesques. Voilà, c'est pas très long à lire, c'est tout petit. Comme c'est souvent le cas de ces histoires. Et toutes les histoires sont vraies, promis. Incroyable. On vous mettra le lien dans la description si vous voulez. Voilà. Bravo Sophie pour l'illustration de ce livre, pour le coup. Et puis à Julien et à son co-auteur, dont j'ai oublié le nom, pour l'écriture. Il y a deux co-auteurs. De cet ouvrage. Ouais. Deux co-auteurs, effectivement. Bah moi je vais terminer aussi par un livre que je viens de terminer. Ça s'appelle Deux chouettes à la maison. C'est de Molly Burkett. Oh, t'as l'air de connaître Sophie. Oui, il est chouette. Alors, Molly Burkett, donc c'est une personne qui a ouvert un centre, on va dire, de réhabilitation de la faune sauvage avec son mari. Je crois c'était dans les années 40-50. Et c'est une dame qui a accueilli toutes sortes d'animaux. Et certaines de ces histoires, elle en a fait des livres pour enfants. Et c'est le cas de Deux chouettes à la maison, qui raconte l'histoire de Bose et de Howley, qui sont deux chouettes hulottes. Et ça va être le bazar à la maison avec toutes les péripéties qui vont s'enchaîner puisqu'il faut savoir donc que Bose a été récupéré au départ par la famille Burkett, que voilà, elle s'est attachée évidemment à cette famille de 4 personnes et à un moment donné, il a fallu trouver un compagnon pour le coup puisque Bose est une femelle et après avoir massacré quelques-uns de ses compagnons, il faut le dire, Bose tombera quelque part amoureuse d'Holly, voilà, qui est un mâle qui fourre son nez absolument partout,
Voilà, dans la pagnette à linge, à un moment donné, il a failli s'étouffer. Enfin, il y a vraiment des histoires très comment dire, très rocambolesques. C'est un chouette livre, ça se lit très facilement. Ça possède quand même 250 pages, mine de rien, donc ça peut être une longue lecture, notamment pour les jeunes enfants. Mais voilà, c'est très très sympa à lire. En plus, ça raconte quelques anecdotes sympathiques sur comment les oiseaux fonctionnent, notamment par exemple le fait qu'ils se lissent les plumes, le fait aussi que les oiseaux possèdent, en fonction des différents individus mâles ou femelles, des chants ou des approches plus comment dire, différenciées les uns des autres. Donc voilà, petit ouvrage très sympathique que je vous recommande. Ça s'appelle Deux chouettes à la maison de Molly Burkett. Et bah franchement, c'est top. Moi j'avais bien aimé, il me semble. Ah, tu l'avais lu? Ah, c'est... Est-ce que tu as retenu une histoire? Ça fait longtemps, je sais plus. Quand est-ce que j'ai lu? Okay. Je sais plus. Mais non, je crois pas avoir retenu. Faudrait que je relise. J'ai lu trop de trucs dernièrement. Et puis bien sûr, on n'a toujours pas vu Listers tous les deux. Mais alors j'ai commencé à regarder. À regarder. Ça y est. Je vais à fini. Et là j'ai eu un peu de temps cette semaine, donc j'étais contente. Donc c'est pour ça que très les sympa. épisodes arrivent parfois un petit peu tardivement pour certains. Voilà. Mais ne vous inquiétez pas. On essaie d'être les plus réguliers possible. Bah, j'essaierai de le voir moi cette semaine. Ouais. Il a extraordinaire presse, hein, vraiment. Un comparse du nom de Nicolas Slound en a fait un article sur Slate. Il y a énormément de personnes, ornithologues ou non, qui ont apprécié ce film. J'ai assez hâte de le voir. J'ai l'impression qu'on va quand même bien se marrer. Mais on verra. C'est ça. D'après le peu que j'ai vu, c'est très très proche de ce que ce dont tu fais l'expérience dans tes débuts. Effectivement, il y a des tas de trucs qui rappellent beaucoup de situations qui ont pu se produire chez beaucoup de personnes. Donc, dans ça, surtout pour les gens comme nous qui aiment bien faire de l'observation d'oiseaux en extérieur, tu vas voir, il y a beaucoup de situations qui vont te sembler ressembler beaucoup aux tiennes, peut-être. On verra ça. En attendant, c'est la fin de la rétro. Juste après une petite coupure, première partie de l'émission où on parle d'hybride. Sophie, c'est parti pour parler d'hybridation dans cette toute première partie de l'émission. Très bien, alors on va repartir sur un de mes sujets favoris, la génétique chez les oiseaux, hein. Parce que entre la coloration des bestioles et surtout des fois les hybrides, etc., moi la génétique chez les petits pious c'est quand même un des trucs qui me passionne. Et donc là on va partir en Amérique du Nord, ou plutôt entre l'Amérique du Nord et l'Amérique centrale, pour aller voir un hybride. Alors un hybride pas de n'importe quoi, un hybride d'oiseaux qui sont très colorés et que toi du coup tu aimes bien, même si visiblement dernièrement t'as commencé à les aimer un peu moins parce que c'était quand même des prédateurs. On parle évidemment des G. Alors, en Amérique du Nord, nous avons le fameux G bleu que vous connaissez certainement parce qu'il est superbe comme oiseau quand même, il est vraiment magnifique. Mais voilà. Avec bientôt la tier list, Sophie, bientôt la tier list. On le dit à chaque épisode, et puis elle sort jamais cette tier list. J'ai une idée de quand est-ce qu'on pourrait la faire et de quand est-ce qu'on pourrait la sortir, faudra qu'on en rediscute. Bref, je ne t'interromps pas. Ah oui, bon, on en parlera après alors. En tout cas, ce G bleu, donc absolument magnifique, vous l'avez vu dans des vidéos, vous l'avez vu sur Twitter, vous l'avez vu sur Instagram, parce qu'il fait évidemment la une des journaux après les chats. Il est superbe, il est magnifique, il est merveilleux, il est intelligent, enfin il a tout pour plaire, et visiblement il plaît beaucoup à ses congénères qui vivent au Mexique, parce que au Mexique vous avez une autre espèce de G qui s'appelle le G vert. Alors le G vert, comme son nom l'indique, parce que ça c'est très simple chez les G quand même, on a le G bleu qui est bleu, puisque là tout va bien, le G vert il est vert. Alors là c'est très pratique. Donc il est pas vert partout, il est vert sur le dos principalement, la tête, contrairement au G bleu, la tête est noire avec des marquages bleus, un peu de la même couleur que ceux du G bleu finalement, plus ou moins la même couleur, mais à la place du blanc autour de l'œil et sur la joue, comme sur le G bleu habituellement, là vous avez du noir profond qui va venir entourer un œil, cette fois-ci qui est jaune, et il y a très très marrant une petite touffe de plumes qui est juste au-dessus du bec, très mignon, ça fait un petit plumeau bleu foncé, là c'est très mimi. Et le ventre, pour trancher avec le reste, est jaune vif.
Donc c'est un oiseau très coloré, très joli aussi, on reconnaît bien la forme du jet en règle générale avec plus ou moins la queue assez longue, le bec assez épais au début qui s'affine vraiment au bout. Les pattes et le bec sont à peu près colorés de la même manière, on est sur un gris plus ou moins. Et on pensait pas, parce que quand même ces deux espèces sont assez éloignées, ou du moins visuellement, hein, parce que bon, entre le jet bleu qui est tout bleu et le jet vert qui est vert... Assez différentes morphologiquement, ouais, oui. Absolument. Bon, on est plus ou moins sur la même taille de bestiole, hein, quand même, il n'y a pas un gros et un petit, mais au niveau des couleurs, et on sait à quel point la vision, c'est un sens qui est important chez les oiseaux, on aurait pu se dire que les jets bleus et les jets verts, ils préféraient rester chacun de leur côté, parce que quand même, ils se ressemblaient pas tant que ça. Eh ben non. Il se trouve que, en mai 2023, on a attrapé un hybride de jet bleu et de jet vert. Alors, cet hybride, il s'est pas fait n'importe où, il s'est le jet turquoise. Il n'a pas donné de nom pour l'instant, mais effectivement, on aurait pu. Alors, cet hybride, il est assez marrant parce que, comparé à ses deux parents, il a l'air quand même un poil terne. Alors, je veux pas en dire du mal, hein, parce que le pauvre, déjà, ça va pas être simple. Mais alors, en plus, il a en fait la face, plutôt que d'avoir des marques blanches sur la face comme le jet bleu, il a ça qui est bien noir, et les marques bleues identiques à celles du jet bleu après sur le reste de la tête. L'œil est plus ou moins de la même couleur que celui du jet bleu, donc dans les tons bruns foncés. Le dos est bleu, mais il est bleu, mais au lieu d'avoir les rayures qui sont vraiment pétantes sur les ailes et sur la queue qu'on a habituellement, vous savez, ces barres noires et entrecoupées donc de bleu assez clair sur les ailes et la queue du jet bleu avec ce blanc au bout, et ben là on va avoir des couleurs unies sur les ailes et la queue qui sont un bleu assez foncé finalement, sans les fameuses barres que vous trouvez habituellement. Le ventre est blanc, comme chez le jet bleu, et vous avez par contre sur le bec la petite touffe de plumes similaire à celle du jet vert. Donc on est vraiment sur un hybride qui a pris des deux parents, donc c'est assez marrant. Et alors, au niveau du champ, et c'est là que ça a intéressé aussi les chercheurs, c'est qu'en fait, on est plus sur un champ du jet bleu que du jet vert, mais avec des vocalisations de temps en temps, des petits sons en plus, petits couinements, des petits appels comme ça, qui vont faire penser plus au jet vert. Donc c'est marrant, parce qu'on est vraiment sur un mix des deux. Et alors, intéressés par la bestiole, donc les chercheurs ont récupéré l'oiseau et ils ont cherché à voir ce qui se passait au niveau de la génétique. Est-ce que on était sur un hybride de première génération, c'est-à-dire qu'on a 50% du jet bleu et 50% du jet vert dans les gènes, ou est-ce qu'on est sur un hybride qui, par exemple, serait issu de la descendance entre un hybride et un parent jet bleu ou un parent jet vert, par exemple. Dans ces cas-là, on est sur un hybride de deuxième génération. Et alors, visiblement, c'est vraiment un hybride de première génération. On a à peu près 50% du génome qui est jet bleu, 50% du génome qui est jet vert. C'est fou. Donc on est vraiment sur un truc qui s'est fait là. Alors, c'est un hybride qui est assez peu commun. Pourquoi ? Parce que précédemment, les aires de répartition du jet vert et du jet bleu ne se touchaient pas. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Le jet vert, lui, il vient plus ou moins du côté du Mexique. Voire même du nord de l'Amérique du Sud, où il réside habituellement. Sauf que dernièrement, avec le réchauffement climatique, l'aire de répartition, elle a bougé. Et l'aire de répartition, elle est remontée jusqu'en bas, donc des États-Unis, et elle touche actuellement, elle jouxte en tous les cas, pour l'instant elle ne se recouvre pas, mais elle jouxte juste l'aire de répartition du jet bleu. Et donc c'est certainement à cause de ce changement dans les aires de répartition que cet hybride a pu avoir lieu. Sinon, il est fort possible que les deux espèces ne puissent jamais se rencontrer si les aires de répartition ne sont pas proches. Parce que c'est pas des espèces qui vont migrer, c'est des espèces qui restent au même endroit. D'ailleurs, on a l'habitude de voir les fameuses vidéos, vous savez, des jets bleus. Enfin, je sais pas, t'en as peut-être vu sur internet, où on les voit dans un environnement avec de la neige, avec ce genre de choses, et les jets bleus, ça ne bouge pas vraiment à l'année. Alors non, c'est plutôt... je sais plus du tout. Alors attends, parce que j'avais fait une recherche, et il me semble que la migration des jets bleus, c'est un peu le bordel. Oui. Parce que certains gemmes migraient, d'autres non.
Et Oui, mais on il essayait reste... de comprendre si... il reste aux États-Unis. Il reste dans leur aire de répartition quand même. Alors ce qui va se passer, c'est de la Il reste aux migration... États-Unis et au Canada, oui. Voilà, c'est de la migration finalement dans leur aire de répartition habituelle, avec ceux qui sont le plus au nord qui vont descendre un petit peu, mais qui vont pas dépasser cette aire de répartition des jets bleus sur le territoire américain. Ils vont J'ai pas pas descendre le plus souvenir bas. de ça en tout cas. Voilà. Donc, du coup, normalement, ils se rencontraient pas, mais là, avec ce changement climatique et la remontée du jet vert, c'est pas le jet bleu qui est descendu, c'est le jet vert qui est remonté un petit peu, et ben, visiblement, il y a possibilité de rencontre entre ces deux animaux, et il semblerait que ça n'ait pas été un problème pour la reproduction entre les deux. Ah bah, on aura peut-être le jet turquoise d'ici quelques années. Peut-être. Ah, voilà. Marque déposée, courrier de la Sterne. On va essayer. Non, ça marche pas comme ça de donner les noms aux oiseaux. En tout cas, c'est juste un article qui appuie encore une fois de plus sur l'importance finalement des hybrides chez les oiseaux, parce que c'est pas la seule espèce d'oiseaux à s'hybrider, et de plus en plus, on a de plus en plus d'articles qui tendent vers la possibilité de faire des hybrides entre les espèces et de montrer que finalement les espèces sont pas aussi éloignées les unes des autres que ce qu'on pensait, et c'est pas si bien délimité que ça. Donc on a à peu près 15 à 16%, il me semble, des espèces d'oiseaux qui sont capables de s'hybrider ou qui sont déjà hybridées avec leurs voisines, ce qui est quand même pas mal, mine de rien, dans la littérature scientifique. Et il y en a certainement plus. Il y avait ça avec le moineau. Alors je sais plus, c'est moineau domestique, moineau espagnol, moineau friquet. Mais il y avait effectivement une étude qui avait été menée justement sur l'hybridation, qui avait mené, je crois que c'est le moineau espagnol si je dis pas de bêtises, hybridation entre friquet et moineau domestique, ou moineau sous le scie, je sais plus pour être honnête, ça fait longtemps que j'avais lu ça. Mais grosso modo la conclusion du papier, c'était peut-être que ce qu'on prenait pour une espèce en tant que telle, on l'aurait pris il y a je sais pas quelques dizaines ou quelques centaines d'années pour une sous-espèce. Parce que en réalité, on montrait bien qu'il y avait eu des hybridations génétiques entre les deux oiseaux. Je crois que ça se passait dans le nord de l'Italie, si je dis pas de bêtises, mais j'avoue que c'est assez confus. Je vais essayer de vous retrouver ça. Mais oui, la génétique est en marche. Exactement. Et ça certainement se produira encore plus quand on a de plus en plus de changements dans les aires de répartition, et que il y a de plus en plus d'oiseaux qui avant ne se rencontraient pas, qui pourraient potentiellement se rencontrer et donc faire des hybrides. Voilà. Eh ben merci Sophie d'avoir parlé de ce sujet, d'avoir parlé de jet bleu. J'avoue, j'ai pas plus de questions que ça. Je savais bien que c'était ton sujet fétiche. Ah bah évidemment, c'est le jet bleu. Le jet bleu, incroyable, quel oiseau magnifique. Des fois, j'envie quand même de ne pas le voir en France. Mais bref, ce sont des considérations personnelles qui n'ont rien à faire dans cette émission. Ah bon, si, un peu quand même, non bon. Bon alors, et toi alors, tu nous parles de quoi ? Émission qui va se poursuivre juste après ça. Alors, je vous parle de quoi ? Je vous parle de femelles qui chantent à nouveau. Voilà. Et tu vas me dire, Sophie, dis donc, tu te recycles. Non, mais c'est bien. C'est un peu, mais pas trop. On a la suite des sujets. Tu vois, ce qui est bien, c'est que tu poursuis sur ta lancée sur des sujets comme tout à l'heure avec les problèmes d'amour et d'amitié. Et puis là, on va poursuivre sur les femelles qui chantent. Non, mais ça va très bien parce que tu vois, tu approfondis. Et voilà. Et on aime ça dans le courrier de la Sterne. On aime. Alors, contrairement à habituellement, ce n'est pas une étude sortie récemment, c'est une étude sortie en 2016. Donc, une ancienne étude, mine de rien, qui a quasiment 10 ans, et qui parle donc du Mérion superbe. On avait déjà eu l'occasion de parler de cet oiseau magnifique dans le courrier de la Sterne. Superbe ou magnifique ? Pour resituer... De quoi ? Superbe ou magnifique, soyons précis. Superbe. Du coup, on avait eu donc l'occasion de reparler de cet oiseau que l'on trouve en Australie, et on va surtout s'intéresser à la reproduction de cet oiseau. Il faut savoir que les mâles et les femelles nourrissent la couvée et produisent des chants en solo tout au long de l'année. Donc, comme je vous l'avais dit dans un précédent épisode, les deux sexes chantent tout simplement. Alors,
il y a quand même des périodes où le taux de chant des mâles et des femelles sont plus importants. C'est notamment le cas avant la période de reproduction. Et il y a un taux de chant plus faible pendant l'incubation et l'alimentation des poussins. C'est étrange, ça, se disent les scientifiques. Et donc, ils ont posé une hypothèse de savoir pourquoi, justement, cette femelle ne chantait pas pendant cette période-là. Et donc, ils se sont dit, comme hypothèse principale, qu'il s'agissait en réalité, de fait, d'éviter la prédation des œufs notamment, et des jeunes oiseaux. Donc ce qu'ils ont fait, c'est que pendant 2 ans, entre septembre et décembre 2013 et 2014, ils ont surveillé 72 nids de nidification. 27 nids étaient naturels, 45 autres étaient artificiels. On va commencer par les nids naturels, où grosso modo, ils ont établi tout un protocole pour enregistrer date de première ponte, le taux d'éclosion, la prédation, les vocalises qui ont été enregistrées lors des nids qui ont été identifiés. Et pour les 45 autres, donc qui étaient artificiels, ça s'est passé beaucoup plus rapidement, en 2014, du 20 septembre au 5 octobre. Et grosso modo, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé des nids artificiels en forme de dôme. Ils ont mis un œuf de caille dedans, et ils ont été placés, ces nids, tous les 30 mètres le long de 3 transectes. Chaque transecte était séparé de 500 mètres. Et donc pendant 3 heures, ils ont placé sous chaque nid un haut-parleur. Il y avait aussi des nids témoins, les nids témoins étant les nids sans les œufs. Et à chaque deuxième nid, ils avaient diffusé le chant de la femelle à un rythme faible, 6 appels par heure. Et au troisième nid, le chant avec une femelle qui chantait beaucoup plus, 20 appels par heure. Et tout ça, ça a duré pendant 3 jours. Ils ont pris ensuite en compte les résultats de la prédation après ces 3 jours, ainsi que 14 autres jours, histoire d'avoir un comparatif et y comptabiliser prédation si l'œuf de caille qui avait été placé dans ce nid avait disparu. Donc voilà un petit peu pour ce qui s'est passé. Et leur hypothèse, elle était correcte, puisqu'ils se sont rendus compte qu'effectivement, lorsque on avait un nombre d'appels qui était très important, à savoir 20 chants par heure dans les nids artificiels, les attaques étaient plus importantes. Les prédateurs ont mangé les œufs dans 40% des cas, alors que c'était seulement 20% des cas lorsque les chants étaient de 6 par heure, ce qui montre donc que les chants mettaient effectivement la progéniture en danger, et donc ils ont validé quelque part leur hypothèse de départ. Et ce qui est assez intéressant dans cette étude, parce qu'on dit effectivement, il y a environ 70% des femelles oiseaux qui chantent, et que pendant très très longtemps ça a été ignoré. Cette étude s'est posée la question inverse de savoir pourquoi on a 30% de femelles qui ne chantaient pas. Et il se pourrait effectivement que certaines femelles aient perdu justement l'usage du chant pour éviter, lorsque elles nidifient, de pouvoir attirer des prédateurs potentiels avec justement leur chant. Parce ce qu'il faut savoir, c'est que le chant dans les nids, il sert à 2 choses. Il sert évidemment à la communication entre les 2 parents, mais il sert également à la communication entre les parents et les jeunes. Et c'est une communication qui démarre bien plus tôt. Elle démarre dès justement quelques jours après la ponte, et dans certains cas, elle est extrêmement utile, cette communication, puisqu'elle permet, notamment chez certaines espèces d'oiseaux, de déterminer si un parasite s'est glissé parmi la couvée, donc un équivalent de coucou apparenté. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, les parents apprennent un chant que les oisillons doivent réciter à la sortie, entre guillemets, de leur nid, sous peine d'être abandonné. Et comme l'oiseau qui est parasitaire naît beaucoup plus tôt, il n'a pas le temps d'apprendre ce chant, et donc du coup le nid est abandonné. Terrible ça. Enfin quand même, ça fait beaucoup d'efforts pour abandonner son nid à la fin.
Ah bah ouais, mais c'est... Alors je sais plus du tout quelle espèce c'était, c'est une espèce d'Asie du Sud-Est, mais voilà, c'était intéressant de comment dire, de relier tout ça. Donc voilà un petit peu pour cette étude, je l'avais dit en introduction, ce serait pas très très long de mon côté, puisque on reprend un petit peu les fondamentaux qu'on a déjà époussetés dans, je crois, il y a 2 épisodes, il me semble. Et puis on rajoute une information complémentaire sur le pourquoi effectivement les femelles, pour certaines d'entre elles, certaines espèces de passereaux, eh bien, auraient perdu justement l'usage du chant, et c'est peut-être une des raisons. Voilà. En sachant, dernier paramètre, que le mérion superbe, aussi bien le mâle et la femelle sont capables de nourrir les jeunes, mais que la femelle incube seule, le mâle ne s'en occupe pas, et donc ça peut être aussi pour ces raisons-là que la femelle ne chante pas, aussi parce qu'elle peut être vulnérable dans ces conditions. D'accord, très bien. Mais c'est super intéressant, encore une fois, une adaptation à des conditions bien particulières. Bah écoute, un truc un peu différent, c'est chouette. Bah oui, absolument, absolument. Vraiment sympa. Bon. Et du coup, il y a quand même des femelles qui continuent à chanter, c'est pas toutes qui ne chantent plus. En fait, les femelles continuent à chanter. Là, pour le coup, le mérion continue à chanter, les femelles continuent à chanter. Mais leur comment dire, leur hypothèse finale, enfin plutôt on va dire leur conclusion d'une certaine manière, c'est de se dire, bah, on a peut-être des femelles qui ont perdu le chant, parce que si on extrapole quelque part le résultat qu'on a obtenu chez le mérion superbe, à savoir que plus l'animal chantait, plus les prédateurs pouvaient être attirés justement par le nid, eh bien peut-être que certaines femelles se sont complètement arrêtées de chanter pour éviter justement que des prédateurs viennent au nid. Et est-ce que ça pourrait être aussi des femelles qui ne chantent plus uniquement pendant la période de reproduction, et le reste du temps elles pourraient tout à fait vocaliser normalement ? Bah ça pourrait, je ne crois pas que c'est discuté, il me semble, dans la suite du papier, je regarde très vite, mais il ne me semble pas que c'est... Non, c'est pas discuté. D'accord. Parce que pour moi ce serait une hypothèse, tu sais, des fois il y a des comportements qui changent pendant la saison de repro, et puis ça peut être tout à fait, ça pourrait faire partie de la chose. Non. Bon, c'est pas grave, hein, c'était juste une idée. Non, mais je regarde quand même de mon côté. Alors, il y a quand même une information intéressante dans la discussion, puisqu'ils ont noté que la fréquence des chants des mâles, cette fois-ci sur les nids naturels, augmentait après l'élimination des prédateurs de nids. Voilà. D'accord. Okay. Donc, il y a peut-être effectivement un facteur. Sachant que ça c'est une autre étude, hein. Ce n'est pas pas comment dire l'étude en question, c'est une autre étude de Fontaine et Martin qui a été utilisée pour solidifier entre guillemets le papier. Voilà. Très bien. Donc il y a peut-être aussi cette possibilité là. Mais non, du coup ils n'en parlent pas de ce que je relis et de ce que j'avais noté dans mes notes, et sur l'étude en question. Ils ont pas l'air d'en parler. Ok, bon bah tant pis, hein, c'est pas grave. C'était une idée. Eh bien merci beaucoup. Eh bien, encore. Merci à toi, Sophie. Oh bah Sophie, ça y est, maintenant, elle annonce la fin de l'émission. Ça y est, c'est. Oui, voilà. C'est effectivement la fin du courrier de la Sterne. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode. On espère qu'il vous a plu. Si jamais vous avez des questions, on le rappelle, n'hésitez pas. Les commentaires sur YouTube sont faits pour cela. Si vous voulez vous reporter aux précédents épisodes, ils sont toujours disponibles également sur YouTube, mais aussi sur toutes les plateformes de streaming. Et si vous avez apprécié notre compagnie, n'hésitez pas à partager cet épisode, à en parler autour de vous, à dire waouh, ça c'est trop bien. Écoutez, voilà. Écoutez le courrier de la Sterne, allez-y. Et oui, le podcast écouté par tous les oiseaux dans la forêt. Bientôt. Alors pas trop dans les nids, parce que ça attire les prédateurs en fait. Et visiblement pas trop dans les nids. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du courrier de la Sterne. Salut à tous, salut à toutes. À plus.